Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons Crypto. Comment vas-tu Thibaut? Ça va très bien et toi? Alors Thibaut, de quoi on parle aujourd'hui? On parle souvent des nouveaux mondes dans cette émission et de comment la blockchain et les cryptos vont potentiellement les faire évoluer. La réalité, c'est que quand on regarde un petit peu, on a déjà plein de nouveaux mondes aujourd'hui avec le numérique et ces nouveaux mondes numériques, ils ont impacté nombreuses industries. Euh, Certaines qui vont de nouveau être impactées par la révolution Web3. Et aujourd'hui, on va parler de l'industrie de la mode qui, elle, a considérablement été bouleversée par l'émergence d'Internet et qui potentiellement va de nouveau être bouleversée sur un laps de temps du coup assez court par l'évolution du Web3. Et donc, on va parler de tout ça avec Magali Gainsbourg, qui est la fondatrice du projet Transcend. Comment vas-tu, Magali? Très bien, merci. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors Magali, première question qui est l'usage chez nous. Comment est-ce que tu es arrivé sur des problématiques de blockchain? Alors moi, j'ai un parcours qui est assez traditionnel dans la mode. J'ai plus de 15 ans d'expertise dans vraiment la mode traditionnelle. J'ai commencé ma carrière dans les grands magasins en tant qu'acheteuse au printemps et chez Lane Crawford à Hong Kong. Et ensuite, je me suis déjà intéressée à l'innovation en allant travailler pour Yoox Net-a-Porter, qui est un des leaders des marketplaces de luxe, pure player en ligne. Et j'ai ensuite suivi le travel retail en étant senior vice-présidente du merchandising et de la mode pour DFS et LVMH. Et ensuite, ce parcours-là de travel retail, c'est 7 milliards de chiffre d'affaires, 45 magasins à travers le monde. Est arrivée la pandémie et durant la pandémie, j'ai vraiment pu me plonger dans ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire l'innovation et la mode, en faisant une immersion complète dans blockchain, crypto, Web3. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il serait intéressant de créer un concept et de là est né Transcend. Et alors, raconte-nous Transcend, quelle est l'activité? Donc Transcend, ça va devenir, parce que ça n'a pas encore été lancé, c'est une marketplace de luxe qui va vendre des vêtements, des accessoires et des produits de beauté numérique. L'idée, c'est une sélection complète, une curation complète de produits numériques qui permet aux utilisateurs de les posséder, de les acheter, de les vendre, de jouer avec et surtout de se mouvoir dans les différentes métaverses d'une manière très naturelle. Je sens que ça va être passionnant. En fait, moi, j'ai découvert du coup Magali il n'y a pas très longtemps à une soirée chez Lynx Partner qu'on salue parce qu'il regarde toutes les émissions. Et en fait, elle racontait un petit peu son parcours. Et son parcours, il faisait vachement écho à la gimmick de l'émission quand on dit qu'on veut expliquer comment et pourquoi la blockchain et les cryptos vont progressivement s'imposer dans notre quotidien. Magali, elle racontait que dans son historique, tu me dis si je dis une bêtise, mais dans son parcours, elle a été confrontée au moment où le digital est arrivé dans l'industrie de la mode et elle a dit demain, vous allez voir, on achètera des vêtements de luxe ou des vêtements chers sur Internet et on disait n'importe quoi, ça se peut pas, les gens ils doivent venir en boutique pour acheter un vêtement cher. Et aujourd'hui, du coup, toi ton postulat c'est de dire aujourd'hui, les gens ils seront toujours prêts à acheter cher en ligne et potentiellement même des vêtements qui n'ont plus de forme physique mais uniquement une forme numérique, c'est ça? Tout à fait. Et je pense qu'on m'a beaucoup challengée au moment de mon passage justement sur les pure players en ligne, sur la manière de pouvoir vendre un produit uniquement digital. Et effectivement, aujourd'hui, ça va être le cas avec Transcend, c'est de travailler avec des artistes et des marques de luxe. C'est de la co-création. Je pense que le Web3, c'est énormément autour de cette co-création. Et c'est de créer des événements les plus immersifs possibles avec ces marques et ces artistes pour créer une collection de ce qu'on appelle les collectibles et d'avoir des expériences les plus immersives possibles ensemble. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est que parce que du coup, moi, donc, ce postulat, moi, je le partage parce que du coup, je baigne dedans, donc je ne suis pas forcément très compliqué à convaincre sur le sujet. Mais je me dis, globalement, si tu vas avoir aujourd'hui des géants du luxe ou même des gens du monde d'avant pour leur établir ce postulat, certainement que tu as les mêmes frictions que tu as eues à l'ère du digital. Et du coup, j'ai regardé, mais en fait, quand tu regardes les chiffres, il y a des chiffres qui sont assez
assez frappant que j'ai recherché. Là, j'ai vu un chiffre de Digital Report qui est sorti là, il y a 2 mois qui dit qu'on passe en France 6h30 en moyenne derrière un écran et sur la journée, c'est-à-dire que comme il y a une partie où on dort, c'est-à-dire que sur la partie éveillée, il y a quasiment la moitié de la partie éveillée où on est derrière un écran. Et j'ai vu aussi un truc, et ça a fait écho à moi, les moins de 35 ans, quand ils cherchent des infos sur une marque, il y en a plus de la moitié qui vont d'abord sur les réseaux, sur Instagram ou quoi, pour chercher des infos sur cette marque, que sur un moteur de recherche. Et la réalité, c'est que moi, je fais ça aussi. Donc, en fait, quand tu regardes les chiffres factuellement, bah, le postulat, il est pas si surprenant que ça, en fait. Oui, on parle énormément des métavers, mais en fait, on est déjà très, très plongé régulièrement, quotidiennement, dans l'univers numérique digital. Le métavers, c'est juste une forme de ce qui nous absorbe déjà au quotidien. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'avec l'avènement de la technologie, et c'est ce que tu viens de dire, et tu m'as volé mes mots, mais Je suis désolé. mais c'est vrai que les Gen Z et les millénials, ils passent la moitié de leur temps éveillés en ligne, à travers des écrans, sur des calls virtuels, sur des réseaux sociaux. Et l'idée aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'identité digitale... Tu m'as volé mes mots, c'est toi. Je pense que tu allais y venir. Vraiment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'identité digitale, elle n'est pas plus importante et est-ce qu'elle ne prend pas plus le pas sur l'identité physique? Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, justement, sur Transcend. Ben, c'est ça, en fait. Alors, je ne sais pas si elle est plus importante ou pas, mais en tout cas, quand on a posé ces chiffres-là, la question, elle se pose et de se dire, bah, aujourd'hui, dans le monde physique, on interagit avec les gens avec une identité qui se traduit souvent d'ailleurs par l'apparence. Donc l'apparence, ça va être ce qu'on pense, ce qu'on veut dégager, etc. Et aujourd'hui, cette identité, elle est beaucoup plus compliquée à traduire dans le monde numérique alors qu'on passe beaucoup de temps. Et d'ailleurs, on peut même avoir des identités qui sont différentes. Donc ça ouvre un nouveau champ des possibles qui aujourd'hui n'est pas couvert en fait. Oui, et puis je pense que les NFT, elles offrent une opportunité unique de construire ton identité numérique. Et au-delà de ça, je pense que ce qu'elle permet aussi, c'est de construire des communautés qui vont se retrouver sur leurs propres identités, leur style, leur goût, leur manière de s'habiller. Aujourd'hui, il faut savoir que parfois un vêtement est développé et pratiquement vu qu'en ligne et pas forcément dans la rue. Donc c'est hyper important de mettre ça en avant. Et qui vont, que ce soit les Gen Z, les millénials ou les générations d'après, elles vont vouloir créer des représentations d'eux-mêmes à travers les différents mondes et les différentes métaverses. Mais est-ce qu'on ne va pas finir un peu schizophrène? Est-ce que finalement, ce n'est pas une façon, ça m'amuse toujours ça, mais de se démultiplier dans des mondes différents et d'avoir des identités, mais c'est très fort le terme d'identité. On va avoir une identité physique dans le monde réel, on va avoir une identité numérique dans un métavers ou dans une salle de réunion sur Zoom, et puis peut-être encore une autre et une autre. Comment est-ce qu'on va finir par s'y retrouver avec toutes ces identités? Est-ce qu'on ne va pas devenir complètement dingue? Je pense qu'on évolue avec la technologie, elle est là, elle est déjà présente et on ne peut pas faire sans. Et c'est une manière de fluctuer d'une manière assez facile et fluide entre ces mondes-là. De s'exprimer à travers des mondes digitaux, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas se retrouver. D'ailleurs, je pense que les événements qui s'opèrent, comme cette semaine avec la Blockchain Week ou la semaine dernière, elles mettent en avant le fait que les gens ils sont de plus en plus intéressés et qu'on crée un engouement dessus qui existe déjà aujourd'hui. Ça fait très futuriste quand même d'imaginer ça encore. En tout cas, ça l'est pour moi, même si ça l'est moins pour vous. C'est votre quotidien. Mais est-ce que c'est une direction que prend l'ensemble des groupes de mode? Est-ce que c'est par laquelle vont? Comment est-ce que ces grands groupes gèrent, j'allais dire, ces identités à plusieurs dimensions? Je pense qu'elles ont compris les enjeux actuels et potentiellement futurs. Et elles s'y sont toutes mises. Je veux dire, aujourd'hui, on a bien vu que Dolce & Gabbana a fait en 2022 des recettes de l'ordre de l'équivalent de 6 millions de dollars sur leur collection, que Gucci, elle vend un sac numérique plus cher
de l'ordre de 4 000 $, il me semble, alors que dans la réalité, ils coûtent à peu près 2 500. Donc, elles ont toutes compris les enjeux et les générations futures. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire sans. Donc, elles s'y sont toutes mises de manière diverse et variée. Et elles font toutes des essais. Et je pense plus ou moins successful, comme on dit. C'est dingue ce que tu es en train de nous dire. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, un NFT, une possession d'un objet numérique, ça peut valoir plus cher que l'objet physique. Complètement. Qu'est-ce qui justifie ça, à part évidemment l'offre et la demande, l'engouement pour le NFT? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui justifie cette différence de prix? Alors, il y en a plein. Il y a le FOMO, il y a la rareté, il y a les utilités qui sont liées aussi, parce qu'il y en a qui n'offrent pas juste qu'une JPEG file, comme on dit. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut valoir plus cher aujourd'hui. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, les collectibles, juste le fait de collecter un objet numérique, aujourd'hui, a son importance. On peut, tout comme dans nos vies physiques, on aime collecter des œuvres d'art, des vêtements et autres. Aujourd'hui, ça a une vraie valeur de collecter un objet numérique. Tu as dit quelque chose pour moi qui est très important, parce que comme je suis beaucoup plus âgé que vous, j'ai besoin de me rattacher au monde réel. Et c'est là où je m'aperçois que la frontière est très ténue. En fait, quand tu détiens un NFT numérique, tu peux éventuellement avoir accès à quelque chose d'autre que le NFT lui-même. Bien sûr, bien sûr. Et par exemple, sur Transcend, au fur et à mesure du temps, on peut même vous rajouter, grâce à la blockchain et grâce à la traçabilité, on peut rajouter des choses. Tout d'un coup, 6 mois plus tard, une marque peut décider d'offrir quelque chose de particulier à cet utilisateur unique, je le rappelle. Et grâce à ça, il se retrouve avec une option supplémentaire, une utilité supplémentaire. Alors, oui, alors on retrouve, moi, un mécanisme que j'aime beaucoup, qui est en fait, et que tu as évoqué aussi tout à l'heure, qui est celui de fédérer une communauté. Et ça me fait toujours marrer, mais à chaque fois je le dis, c'est qu'en fait, quand on parle de blockchain et de crypto, on ne parle plus de clients, on parle de communauté qu'on anime. Et effectivement, ce NFT ou cet univers numérique va nous permettre d'avoir une interaction bilatérale avec le possesseur du NFT, qu'effectivement, j'ai plus à partir du moment où un objet a été acheté dans une boutique. Là, j'ai toujours la traçabilité de qui l'a, qui le possède, comment il est utilisé, d'ailleurs, à la limite, ce qui me permet d'avoir cette interaction. Qu'est-ce qu'on imagine comme interaction avec ces communautés demain ? Plein, mais surtout, ça permet aux marques, alors moi je parle de ce que je connais et du monde de la mode, mais ça permet aux marques d'avoir des analyses très, très, très précises et développées sur ce qu'on appelle les on-chain analytics, les analyses sur la blockchain, qui permettent de savoir leur goût, ce qu'ils aiment, comment ils aiment dépenser. Et grâce à ça, ils peuvent vraiment développer des produits pour leur communauté et vraiment destinés à leur communauté. Donc c'est hyper important. Je pense que de toute façon, les interactions, on va les découvrir au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les marques vont s'approprier ces nouveaux outils, elles vont, comme elles l'ont fait finalement dans le monde traditionnel, faire preuve de plus en plus de créativité et d'expertise et vont faire sauter de nouvelles frontières. Mais effectivement, le champ des possibles est large. Et il y a aussi des données qui sont beaucoup plus factuelles, parce que là, on parle d'interaction, on parle de choses qui peuvent être plus difficilement tangible pour les gens de l'ancien monde, mais la réalité, c'est que ça te permet aussi comme tu l'as dit, d'avoir beaucoup plus de data sur tes clients, qui ils sont réellement, parce qu'aujourd'hui, quand tu vends dans des milliers de magasins dans le monde entier, c'est plus facile, c'est plus compliqué de savoir exactement qui achète quoi, et en plus, il faut que la data, elle remonte, donc tu l'as pas forcément en temps réel, alors que là, tu peux tout suivre en permanence, et en plus de ça, tu as un visu sur la suite du produit, c'est-à-dire que tu peux voir réellement comment le produit va évoluer dans le temps, comment les gens, est-ce qu'ils le revendent ou pas, est-ce qu'il y a du flux sur ce produit, est-ce qu'il y a de la demande, et tout ça, c'est des données auxquelles on n'a pas accès dans le monde d'aujourd'hui, donc ça ouvre plein de champs de business aussi à ces marques. Est-ce que je peux te poser une question ? Est-ce qu'il serait
possible ou envisagé de lier un NFT à un objet de luxe réel. Est-ce qu'on peut, si j'achète un sac Gucci dedans, mettre une puce RFID dedans, que ce sac soit traçable quand je passe les frontières, de l'associer à un NFT et finalement d'avoir le meilleur des deux mondes. Je crois que j'ai vraiment besoin d'avoir ce pied dans l'univers réel. Ça existe déjà. Bien sûr, ça existe déjà. Il y a des compagnies qui le font déjà pour des raisons diverses et variées, comme la question aussi, mais je pense qu'on y viendra peut-être, mais de la durabilité et du fait que les gens aujourd'hui, les clients finaux, ont envie de savoir comment un produit est conçu, comment il a été fait, où est-ce qu'il a été fait, et d'avoir cette traçabilité-là. Après, ça a un apport supplémentaire aussi pour les marques. Typiquement, dans Transcend, elles vont pour la première fois contrôler leur second marché, le marché vintage qui aujourd'hui ne leur appartient pas d'un point de vue business, va leur appartenir à travers des royalties. Donc c'est du gagnant-gagnant, en tout cas pour moi qui vois la blockchain aussi. On a construit Transcend sur Polygon, qui a l'empreinte la plus propre des blockchains aujourd'hui. Et l'idée, c'est de combiner justement cet aspect business avec cet aspect durable. Et de toute façon, la question, c'est plus, à mon sens, elle est plus est-ce que ça va se produire, mais c'est plutôt quand est-ce que ça va vraiment se généraliser, parce que comme tu l'as dit, il y a déjà des marques qui ont fait. C'est pas, la question, c'est pas est-ce que les gens sont prêts à payer pour des biens numériques. On l'a vu, Dolce & Gabbana, ils ont vendu un costume à $1 million, un costume numérique. Nike a vendu je ne sais pas combien de sneakers, mais pour plus de $100 millions de sneakers qui sont 100% digital, qui n'ont même pas de rattachement à un objet physique. Ce qui ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas un objet physique associé, parce que ça, elles peuvent le mettre en place en plus dans un second temps. Donc c'est aussi la vertu du truc. Ça peut être l'idée de mettre un produit sur le marché, de voir s'il plaît, puis après de développer la version physique, mais de pas, au moins d'éviter de mettre du développement sur un truc qui finalement ne prend pas. Donc en fait, la question maintenant, c'est plutôt quand est-ce que ça va se généraliser. Et comme tu l'as dit, la plupart des marques ont déjà testé un peu le truc. Oui, et puis c'est la question vraiment de l'adoption massive et quand et comment... Ça représente quoi en termes de taille de marché et comment est-ce que ça évolue? Alors, les NFT sont autour des 25 milliards d'euros aujourd'hui, ce qui est pas négligeable, au global. Globalement. Oui, globalement. Après, les skins représentent une grande partie de cela. Le marché des cryptos fluctue, donc ça fluctue forcément, mais les NFT sont restés plutôt stables. Même s'ils ont été un peu en décroissance pendant un certain temps, on estime que le marché des des skins en 2030 devrait avoisiner les 40 milliards. En fait, c'est ça, je pense qu'il faudrait plutôt même d'ailleurs séparer, parce qu'en plus, quand on parle de skins, nous on l'aborde sous l'angle NFT, mais il y a déjà des skins en réalité qui sont même dans des univers plus traditionnels. Je crois qu'il faut définir skin. Skin, c'est des vêtements digitaux. Des vêtements. Donc, quand tu vas dans les jeux vidéo, aujourd'hui, tu peux en avoir, et c'est pas... leur valeur ne fluctue pas, et par contre la demande, elle est... et tu as même des jeux, on parle beaucoup de Fortnite, mais Fortnite a construit son business model quasiment exclusivement sur ça. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle demande aussi de cette... On parlait de l'identité numérique avant, mais de s'identifier, d'avoir une apparence en tout cas à travers des choses, et si en plus on peut les posséder, c'est quand même un peu mieux. Oui, mais je pense que ça revient à cette question justement d'adoption massive, et je mets Transcend en avant, mais ça me semble assez logique aujourd'hui. Mais l'idée de la masse adoption, elle doit se faire, pour moi, par l'accessibilité et la convivialité, par l'idée, c'est comme ça qu'on a d'ailleurs conçu le projet, l'idée c'est qu'elle soit authentifiée par les marques, ce qui est déjà très très important. Il y a déjà eu des cas, et j'imagine que vous avez dû en parler ici, de contrefaçon sur certains sites, donc là c'est pas le cas. Il y a l'idée aussi de ce qu'on appelle l'accessibilité de paiement. Donc si ce n'est pas accessible et convivial pour tout le monde et pour toutes les générations, on ne peut pas créer de masse adoption. Donc si ça l'est au niveau du paiement et qu'on peut demain ne pas avoir besoin d'un wallet, mais par exemple juste payer par carte, déjà ça va faciliter. Après, il y a la question il y a la question de la durabilité qui est hyper importante aussi. Et il y a la question de l'interopérabilité. Donc aujourd'hui, sur des produits et des services existants, des applications existantes, il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à être plus en open source, c'est-à-dire à pouvoir aller sur Roblox, à pouvoir aller sur des applications, même des services financiers, et à pouvoir les utiliser. Je voudrais revenir sur Transcend une seconde. Oui. Aujourd'hui, ce que vous développez, c'est quoi? C'est vos propres collections numériques que vous faites
pour le compte d'un certain nombre de marques, Tout à ou fait. c'est votre propre marque, ou les deux d'ailleurs. Les deux. Et sinon, ça peut être fait en partenariat avec des métaverses, des jeux. Exactement. Où est-ce qu'on les voit, ces marques aujourd'hui? Où est-ce qu'on les verra? Alors, il y a plein de manières de les voir. La première, c'est qu'il y a un petit jeu d'entre ensemble, donc on peut déjà jouer, c'est ce que je disais. Après, à l'extérieur, il y a du digital fitting, donc on peut être habillé en transcende et l'exposer sur les réseaux sociaux. On peut aller dans différentes métaverses, donc dans des jeux, sur des communautés qui se créent. On peut aussi le posséder parce qu'il y a un très très haut niveau de savoir-faire digital. Et ça, on a voulu respecter l'ADN des marques, l'héritage des marques. On trouvait ça très important. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. C'est aussi un problème d'interopérabilité aujourd'hui et de niveau de rendu. Et puis, il y a juste le principe aussi de collecter. Et ça, on en a parlé, de collectibles et d'avoir un produit qu'on aime et qu'on chérit dans le numérique. Et la limite de Transcend, c'est tu es uniquement sur la partie création ou tu vas aussi amener des marques et amener une dimension, je sais pas, de conseil ou quoi pour les éduquer sur ces sujets? C'est jusqu'où que tu vas en fait? Alors, je pense que d'une certaine manière, on les éduque forcément en développant avec eux et en partenariat ces collections-là. Il y en a qui sont déjà plus éduqués que d'autres. On en parlait, des marques plus corporate sont déjà plus initiées, ont déjà une infrastructure. Mais pour les plus jeunes marques ou les designers qui ont moins de moyens, c'est une forme d'éducation, en tout cas. Et aujourd'hui, c'est facile d'aller quand tu vas, parce que j'imagine que donc, la plateforme sort, alors je ne sais pas exactement quand sort l'émission, mais la plateforme sortira un peu de temps après. Mais quand tu vas voir les marques, c'est facile de les convaincre, elles sont OK sur le sujet ou Alors, ça dépend desquelles. Il y en a qui sont très au fait des sujets, des différents sujets et qui n'ont pas peur de sauter le pas, soit parce qu'elles l'ont déjà fait, soit parce qu'elles ont cette volonté d'innovation toujours plus grande et puis de connaître leurs clients existants, mais aussi les futurs. Et puis, il y en a d'autres qui sont plus réticentes et qui cherchent à ce qu'on les éduque justement pour pouvoir les onboarder. Et est-ce qu'il va y avoir des marques qui seront exclusivement numériques? C'est-à-dire qui n'auront pas d'existence dans le monde réel et dont tu penses qu'elles vont exclusivement se développer dans les métaverses ou dans l'univers digital? Il y en a déjà. Il y en a déjà? Oui, il y en a déjà qui existent, qui se développent. Alors, à quelle vitesse et dans quelle proportion, je ne peux pas encore l'évaluer, mais il y en a déjà, et dont certains qui sont un nom dans cet environnement-là. Ouais. Bon, puis à l'inverse, d'autres qui resteront physiques, mais ça, c'est un petit peu comme, bien sûr. comme les artisans qui font des choses très, très, très haut de gamme, très spécifiques, qui n'ont pas voulu aller sur Internet ou quoi. Il y a justement, en plus, ça ouvre des positionnements nouveaux pour tout une acteur. Non, mais c'est passionnant. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un marché accessible à des communautés qui, finalement, vont vivre et se développer uniquement au travers d'objets numériques, c'est-à-dire devenir des marques de luxe, c'est de ça dont on parle, uniquement en numérique, donc qui, en tout cas pour l'instant, n'ont pas leur pendant dans l'univers réel. Parce que faire un NFT, développer une marque, etc., on imagine que c'est déjà compliqué, mais faire une marque de luxe, c'est-à-dire garder des prix chers, des produits de qualité, etc., alors qu'il n'y a pas le pont dans l'univers réel, c'est intéressant que ça prenne forme. Ça prend forme, ça prend plus de temps, et comme je disais, il faut encore que la structure technologique aussi suive et prenne le pas. Mais derrière ça, il y a des designers qui se forment déjà à des cursus qui sont entièrement dédiés au numérique. Mais ce n'est pas une façon de manger la banane par l'autre bout, c'est-à-dire à un moment d'aller vendre du produit physique à des gens qu'on est allé chercher, fédérés par le numérique. C'est vraiment des marques qui ont pour vocation, dans leur business plan, d'être 100% numérique. Oui, il y en a, pas beaucoup, mais il y en a, et pour plein de raisons diverses et variées. Soit parce qu'elles touchent une communauté plus jeune qui, elle, veut s'exprimer majoritairement en ligne, soit parce qu'elles ont une conscience écologique très très forte et qu'elles n'ont pas envie de produire un produit fini physique. Mais il y a toutes ces variations au milieu aussi qui sont importantes. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que je peux avoir une conscience écologique très forte et pour autant avoir envie d'avoir des collectibles NFT, parce que je considère que le delta de production d'énergie dont on a besoin est moindre qu'avec un objet physique. Et donc je peux m'autoriser
de le procéder sur la blockchain, là où je ne m'autoriserais pas forcément de l'avoir en réel. Et même sur la durée de détention, parce qu'il faut des serveurs pour entretenir la marque de propriété dans le temps, même dans le temps, la propriété d'un NFT, la détention d'un NFT laisse une empreinte écologique qui est plus faible qu'un objet produit. Nettement plus faible. Et on sait le quantifier ? Alors, on sait le quantifier. Ce qu'on sait quantifier aujourd'hui, c'est que l'industrie textile, c'est la deuxième plus grosse industrie polluante au monde après l'industrie pétrolière. Ce qu'on sait quantifier, c'est que l'industrie textile, et j'en fais partie, hein, ça fait 15 ans que j'en fais partie, mais je pense qu'on a ces dernières années pris la dimension... Aujourd'hui, ça représente 10% des émissions carbone mondiales. C'est à peu près 1,5 milliard de tonnes d'eau utilisées. Sans parler des colorants qu'on utilise qui laissent des empreintes à vie de pollution dans les eaux et dans les sols. Donc clairement, aujourd'hui, même si on n'arrive pas à tout à fait quantifier le développement de la blockchain, et notamment, par exemple, de Polygon, celle qu'on utilise, mais qui a quand même l'empreinte la plus faible, on sait que clairement, c'est même pas comparable. Et puis, un produit physique, aujourd'hui, ça utilise des matières premières qui sont polluantes, ça fait beaucoup de déchets, ce qui n'est pas du tout le cas d'un vêtement numérique. C'est absolument passionnant. C'est-à-dire que vraiment, plus on avance dans ces émissions, et plus s'impose à moi la conclusion qu'on va avoir plusieurs vies. Alors, avant, on avait plusieurs vies en séquence, on faisait plusieurs métiers, on a travaillé dans plusieurs univers, et j'ai l'impression, et ça me passionne, que nos enfants, ils vont avoir plusieurs vies en parallèle. Ouais. Je leur souhaite bien du courage pour les gérer, mais ça va être passionnant. Mais vous avez fait la transition écologique naturellement, et je voulais évoquer parce que quand j'ai préparé l'émission, j'ai lu plein de choses sur le sujet. C'est un sujet que je maîtrise moins, donc tu as donné des chiffres, c'est cool parce que je ne les avais pas. Mais c'est quoi un peu les possibilités très, très concrètement? Moi, j'ai vu que sur notamment la gestion des stocks via le numérique, sans oublier le volet physique, mais on pouvait avoir une optimisation qui était beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il y a déjà des guidelines qui ont été posées, qui se sont dit sur ces sujets-là, on va pouvoir déjà concrètement et factuellement, qu'on soit convaincu ou pas par la blockchain, mais changer des choses via les NFT? Oui, enfin, je pense qu'en tout cas dans l'industrie du luxe, il y a des groupes, je peux les nommer, Kering, LVMH, qui travaillent beaucoup, beaucoup dessus. Qui ont des Chief Sustainability Officers qui travaillent au sein de leur groupe. Et je pense que via les skins, donc via les vêtements numériques, il y a cette possibilité-là pour eux. Je ne sais pas s'ils vont prendre ce pas ou pas et comment est-ce qu'ils vont le gérer en interne. Mais comme je le disais, de ne pas utiliser de matières premières, de ne pas avoir de déchets. Et après, d'une manière plus large pour toutes les marques de textiles, le client va pouvoir voir avec cette traçabilité-là comment est-ce que les produits sont faits, comment est-ce qu'ils sont importés. Et de facto, ces marques-là vont être obligées, elles vont avoir une sorte d'obligation envers leurs clients d'être plus écologiques d'une manière ou d'une autre. Oui, moi je trouve ça absolument passionnant. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Magali de nous avoir exposé tout ça. Où est-ce qu'on suit ton projet Transcend ? On suit mon projet sur bientôt Transcend.fashion qui va arriver très bientôt. Et on va le suivre sur tous les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Discord. Voilà, c'est mixer le Web 2 et le Web 3 ensemble. Bon, super, on aura l'occasion de le voir partout et très certainement de nous retrouver. Merci. Un petit mot ? Non, mais moi je suis convaincu, j'ai hâte de voir la tournure que ça va prendre, parce qu'effectivement, en fait, on se rend compte qu'il y a des parallèles aussi très, très physiques en fait, à tous ces sujets-là. Donc la transition, elle va s'opérer naturellement. Et moi, je pense que la dimension écologique peut être un gros accélérateur. Il y a le GIEC qui vient encore de sortir son dernier rapport qui est une fois de plus, catastrophique. Donc je pense qu'il y a des gros enjeux et ça peut être un des sujets qui fait catalyseur sur la transition. Mais je trouve ça passionnant de conclure une émission comme celle-ci à deux titres. D'abord parce qu'effectivement, on s'aperçoit que, et tu avais raison Thibaut au démarrage, qu'il y a un vrai point de jonction entre les deux mondes, le monde réel et celui de la blockchain au travers de ce projet Transcend. Et
Et ça me fait halluciner de conclure une émission en disant que la blockchain est finalement plus écologique que le monde réel, ce qui finalement comprend tous les poncifs qu'on peut avoir en tête complètement à contre-pied. Bon, je trouve que c'est une très jolie conclusion de cette émission. Merci encore, Magali, de ta présence. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo serait le bienvenu. Et si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter ou des sujets que vous aimeriez nous voir traiter, n'hésitez évidemment pas à nous en faire part. On se retrouve la semaine prochaine sur Parlons Crypto, sur BFM Business, avec grand plaisir. À la semaine prochaine.